Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Aujourd'hui, Claude reçoit en entrevue l'astrophysicien Robert Lamontagne, qui est coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Pendant plus de 30 ans, Robert Lamontagne a été astronome-ingénieur et ensuite directeur du télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Claude Lafleur, qui reçoit en entrevue Robert Lamontagne. Bon voyage à toutes et à tous! Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Et oui, c'est moi Claude Lafleur, je suis à la barre de l'émission aujourd'hui. En fait, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas subir le supplice de la question comme me font subir Richard et Mathieu, mais plutôt de le faire subir à quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'estime, que j'admire beaucoup. C'est vraiment un très bon communicateur et c'est surtout un véritable astronome. En fait, dans l'émission qu'on va faire aujourd'hui, je vais réaliser un peu un fantasme. C'est-à-dire que je me suis toujours dit depuis longtemps, ce serait très intéressant d'avoir un véritable astronome qui vienne nous expliquer au micro ce que c'est le métier d'astronome. Qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, dans les médias, on voit des astronomes qui viennent nous expliquer les plus récentes recherches, ce qu'ils font, mais on n'a pas idée de ce que c'est comme carrière, comme métier. Qu'est-ce que c'est d'être astronome? Fait qu'aujourd'hui, on va le faire avec un véritable astronome qui s'appelle évidemment Robert Lamontagne. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Robert, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement aimable. C'est quelqu'un qui ménage pas son temps, là. Il va nous donner son temps, il n'y a pas de problème. Et c'est un très, très bon vulgarisateur. Fait que je suis vraiment très, très heureux de recevoir Robert à mon micro. Bienvenue, Robert, à Voyage dans l'espace. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Parfait. Mathieu, petite question de vocabulaire. Est-ce que tu es astrophysicien ou astronome? Est-ce que c'est synonyme ou il y a une différence, il y a une nuance? En fait, je me considère plus astronome qu'astrophysicien, mais je dirais que la nuance entre les deux est extrêmement faible maintenant. Historiquement, oui, il y avait une différence assez marquée entre les astronomes et les astrophysiciens. Les astronomes étaient les spécialistes de l'observation du ciel avec différents instruments. Bon, on pense évidemment naturellement au télescope, là, mais différents instruments. Alors que les astrophysiciens étaient les spécialistes de la modélisation physique. Donc, c'était plus des théoriciens. Souvent, à la blague, on disait même que les astrophysiciens, ils ont jamais vu ça, une étoile. C'est pas important que ce soit Sirius, Vega ou Altaïr. Une étoile, c'était une étoile. Alors donc, il y avait comme ça un peu de mauvaise blague. Je dirais que depuis environ 30, 40, 50 ans, la différence entre les deux s'est beaucoup atténuée. Il y a beaucoup d'astronomes qui font aussi de la modélisation, soit par le biais d'ordinateurs, de calcul. Et il y a aussi des astrophysiciens qui aiment bien aller valider ce à quoi ils ont pensé, ce qu'ils ont calculé, donc aller faire du travail d'astronome. Alors, la nuance est beaucoup plus faible maintenant. Évidemment, bon, les astronomes ont cette tendance à être davantage des spécialistes des techniques d'observation, alors que les astrophysiciens sont davantage versés dans la modélisation théorique, donc les méthodes numériques pour analyser, pour faire des calculs, particulièrement sur les grands ordinateurs. OK. Et toi, dans le fond, tu es les deux parce que tu observes le ciel comme un astronome, puis tu fais de la modélisation aussi, ou en toi, tu en as fait durant ta carrière. Oui, j'en ai fait. Alors, c'est pour ça que je dis que maintenant, là, la différence entre les deux n'est plus aussi tranchée. Mais il y a une centaine d'années, effectivement, oui, okay. ça l'était. Là. Il y avait, les astrophysiciens étaient dans un bureau, ils sortaient pas de leur bureau. Là. Okay. J'ai toujours trouvé un peu amusant de voir ces photographies où on voit Einstein, qui est au télescope du Mont Wilson avec Edwin Hubble. Oui. Puis que Edwin Hubble lui montre un peu là, ses trucs sur l'expansion de l'univers et des choses comme ça. Puis j'essaie d'imaginer qu'Einstein va se demander, mais c'est quoi toutes ces machines? C'est ça, exactement. Il était plutôt astrophysicien. On parodie, là, mais effectivement, Einstein n'a jamais fait d'observation du ciel. C'est ça, exactement. Et Edwin Hubble a jamais fait de calcul, ou très peu, du moins pas de calcul très poussé. Là. On s'entend là, que c'est pas un ignare des mathématiques, là, mais tout à fait. Il faisait moins de modélisation. Exactement, intéressant. Si on revient un peu plus récemment, tu es né
un peu avant Spoutnik. Oui, avril 57. Donc, à peu près 6 mois avant Spoutnik. À peu près 6 mois avant Spoutnik, donc tu as 62 ans. C'est ça. C'est ça. T'es vraiment, on va le voir d'ailleurs dans les prochaines minutes, t'es vraiment un enfant de l'espace. Oui. J'ai l'âge de la conquête spatiale. T'as l'âge de la conquête spatiale. T'es juste un petit peu plus vieux que Spoutnik. Parle-nous un peu de ton enfance. T'es né à Montréal? T'as des frères, des sœurs? Oui, né à Montréal, de parents qui étaient nés à Montréal et de grands-parents qui étaient nés à Montréal. Alors, moi, je suis venu au monde dans le béton. J'aime ça. Bon, j'adore la campagne, là, mais si on me met en plein centre-ville, je trouve ça très agréable. Oui. Je suis l'aîné de la famille. Mm-hmm. J'ai un frère un peu plus jeune que moi et malheureusement, j'avais aussi une sœur qui est décédée il y a très longtemps. Mm-hmm. Mais donc, on était 3 enfants. Fin des années 50, début des années 60. Ouais. Quel genre d'enfant t'étais? Un enfant qui a toujours le nez dans les livres ou le regard au ciel ou quoi? Oui, bien sûr. J'ai une facilité avec le langage, la lecture, un intérêt pour l'école. Pour moi, ça n'a jamais été ennuyant, l'école. J'avais la petite déprime de la fête du travail. Là, parce qu'on OK, oui. Mais je veux dire... Faire des devoirs, faire des leçons, c'était pas une corvée. J'aimais aller à l'école. Évidemment, on aime tous les vacances. Là. C'est pas, mais bon, j'avais une facilité et donc, plutôt studieux. Okay. Pas très, très turbulent là, dans une classe ou à la maison. Un bon élève. Un bon élève. Là. Okay. Bon, à cette époque, évidemment, c'était un peu le style. Les professeurs avaient des chouchous. Alors, j'ai probablement été un chouchou de prof, un truc comme ça. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'exploration de l'espace? C'est aussi mon premier souvenir télévisuel. OK. C'est John Glenn qui s'en va dans l'espace en 62. Mm-hmm. Alors, j'ai pas tout à fait 5 ans à l'époque Mm-hmm. et aucune conscience de ce qui se passe, mais j'ai un souvenir assez net de regarder le lancement à la télévision. C'est en noir et blanc. Là. Que ma mère est très impressionnée. Il y a un gars qui s'en va dans l'espace, n'est-ce pas? Alors, c'est très impressionnant. Elle est très impressionnée. Probablement que ça se sentait, puis qu'elle explique, il s'en va dans l'espace. Même si quand on a 5 ans, on comprend pas ce que c'est. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire aller dans l'espace, mais c'est mon premier souvenir télévisuel, et c'est lié à l'espace. C'est amusant parce que j'ai exactement le même souvenir, et moi, ce que je dirais, c'est que évidemment, à 5 ans, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais moi, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose d'important. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose d'important qui se passe. Quelque chose d'heureux aussi. C'est-à-dire, c'est pas comme l'assassinat de Kennedy ou quelque chose comme ça. C'est comme si on sent que nos parents vivent quelque chose d'important, mais on ne comprend pas trop, mais il se passe quelque chose. Hein? Tout à fait. C'est exactement la chose. Je me souviens, là, on parle de Kennedy, puis des funérailles de Kennedy. Puis évidemment, à l'époque, j'avais à peu près 6 ans. Et on comprenait qu'il y avait un événement triste, puis en même temps, ça me choquait parce que, il n'y avait plus les petits bonhommes à la télévision. Je veux dire, c'était télédiffusé, les funérailles. Alors, n'est-ce pas, c'est cette vision d'un enfant, n'est-ce pas, qui comprend un peu, il y a quelque chose d'important, puis on peut comprendre que c'est bénéfique ou non, que c'est heureux ou malheureux, mais on n'a pas pleinement conscience là, de ce qui se passe. De ce qui se passe, c'est ça. Si pour t'avoir entendu dans différentes entrevues, tu l'as raconté récemment, la piqûre est vraiment venue avec Apollo 11. C'est quand tu as vu les astronautes marcher sur la Lune que le déclic s'est fait. Oui, en fait, j'avais déjà un intérêt pour la science. À cette époque-là, j'avais fini l'école primaire. Je fais partie du système scolaire dans lequel on a tout expérimenté. Donc, sauter des années scolaires, les transformations. Alors, j'ai rapidement complété mon primaire. Puis, déjà au secondaire, il y avait un peu de cours de sciences, physique, chimie, évidemment les mathématiques. Donc, j'avais un intérêt. J'avais un intérêt pour l'astronomie. C'était fascinant. Il y avait déjà des livres d'astronomie. Puis évidemment, en même temps, à la télévision, il y avait très, très peu de chaînes à cette époque. Il y avait Radio-Canada, il y avait Télémétropole en français. Et les deux faisaient une couverture du programme spatial américain. C'était un peu plus soutenu sur Radio-Canada que Télémétropole, mais il y avait quand même une couverture. Donc, avec John Glenn, programme Mercury, puis ensuite, on a eu le programme Gemini. Puis, évidemment, ça culmine avec Apollo de, disons, fin 67, début 68 et 69. Et c'était
toutes les semaines où on en parlait. Ce qui fait qu'on était au courant, puis il y avait Marcel Sicotte, puis Henri Bergeron qui nous faisait les descriptions. C'était un peu le calque de ce qui se faisait aux États-Unis avec Walter Cronkite sur CBS qui faisait la description. Alors, c'est exactement la même chose. Et bon, ben, j'ai 10, 11, 12 ans. Apollo 11, j'ai 12 ans. Il est clair que je m'intéresse à l'astronomie. Il y avait un voisin qui avait un petit télescope, puis on avait déjà regardé. Puis je disais, bon, on voit les cratères sur la Lune, puis les anneaux de Saturne et des trucs comme ça. Alors, il y avait un intérêt. Puis bon, ben, à 10, 12 ans, on se dit que c'est ce qu'on va faire dans la vie, là. On va étudier l'espace. Okay. Alors que ce soit astronome, astronaute, mais c'est la voie. Et le déclic est vraiment très, très fort à ce moment-là. Je veux dire, on voit que, premièrement, on voit que c'est possible. Deuxièmement, c'est une des premières fois où on voit, que ce soit à la télé ou au cinéma, qu'on voit des gens qui font de la science et qui sont décrits de façon sympathique et cool. C'est pas des savants fous qui veulent conquérir le monde, n'est-ce pas, ou le détruire, ou enfin. Alors, il y a là-dedans quelque chose. On regarde Neil Armstrong, puis il n'y a rien de plus cool que d'être astronaute. Là. Oui. Il réalise un exploit extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est un scientifique. Évidemment, il y a une formation militaire. Quoique c'était un civil au moment où il était dans la mission Apollo 11. Là. Ce que j'ai toujours apprécié comme symbole, n'est-ce pas, que le premier homme sur la Lune est un civil et non pas un militaire. Ça dit quelque chose quand même. Il y avait un message qui était envoyé. Un message très fort. Mais donc, c'est quelqu'un qui a une formation en sciences et qui accomplit quelque chose d'extraordinaire. Et il va être suivi par plusieurs autres. Bon, la plupart étaient des pilotes d'essai, des gens dans le domaine issus du domaine militaire, mais il y a eu à l'occasion quelques scientifiques, et évidemment, bon, ensuite, les navettes spatiales où il y avait les spécialistes de mission qui apparaissaient. On le voit avec la Station spatiale internationale. Bon, David Saint-Jacques est un bel exemple. Là. Il y a aucune formation. Civil à 100%. C'est un civil, là, avec une formation scientifique multidisciplinaire. C'est ça. Donc, quand est-ce que tu as vraiment décidé de devenir astronome? Probablement pas au moment d'Apollo 11, un peu plus tard. Comment t'en es venu à dire je veux... Ah oui? C'était à cette époque-là. Ah oui? Bon, encore une fois, comme je disais, là, astronaute, astronome, mais c'était très clairement que j'allais étudier l'espace. T'as consacré à l'espace. Des choses comme ça. Puis ensuite, ben, je veux dire, on découvre c'est quoi le parcours qu'on doit suivre. Là, mais je veux dire, c'était clair que c'était ce que je voulais faire dans la vie. Là. C'est assez inhabituel. Je veux dire, aujourd'hui ou même à l'époque, on peut demander à des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Ça. Et souvent, on ne sait pas. Moi, c'était clair. C'était clair. Comment on va le faire? Ça, c'est une autre paire de manches, mais c'était clair que c'était ça que je voulais. Est-ce que je l'ai réalisé? Ben absolument. C'est complètement fou de réaliser un rêve d'enfant, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Je me sens privilégié, moi. Absolument. De savoir ce que tu voulais faire, puis tu l'as fait. Oui, exactement. Il y a un privilège incroyable. Est-ce que quand on rêve de devenir astronome, est-ce qu'il faut nécessairement être bon à l'école, là, en sciences, en mathématiques, en physique? C'est-tu un prérequis? Ben, il faut pas nécessairement être le meilleur, mais c'est clair qu'il faut avoir un intérêt pour les sciences, la structure même, n'est-ce pas? La façon de penser, de résoudre un problème, donc la structure logique. Et bon, on peut être astronome amateur et ne jamais faire de calcul, puis s'intéresser, puis c'est très bien comme ça. Maintenant, si on veut faire une carrière dans le monde de l'astronomie, ben c'est clair qu'il faut maîtriser la physique, les mathématiques, certains domaines scientifiques. Donc, oui, faut être bon, mais pas nécessairement le meilleur. Pas nécessairement le meilleur. Ça aide d'être le meilleur, là, mais c'est pas nécessairement toujours tous des premiers de classe qui ont fait astronomie, astrophysique. Est-ce que toi, tu étais un premier de classe? Ou bon, je l'ai été à l'occasion, oui, c'est sûr, mais plus la carrière avance, plus le bassin de personnes auxquelles on est confronté devient très pointu. Oui. Il y a toujours les meilleurs que nous autres. À un moment donné, il y a toujours un ou une meilleure que nous autres. C'est clair, là. T'as amorcé tes études en astronomie à l'Université de Montréal en 75, 76? Oui, 1975. 1975. Donc, à l'époque, après l'école secondaire, c'est le cégep. À l'époque, c'était sciences pures. Il y avait sciences santé, sciences pures. Donc, c'est sciences pures. Je crois que ça s'appelle Sciences Nature maintenant. Et ensuite, ça a été l'université. Et
déjà à cette époque, je l'avais réalisé, là, il y a pas de formation, il n'y a pas de bac en astronomie au Québec. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de département d'astronomie. Il y a des départements de physique, comme le département de sciences biologiques et chimie. Et donc, le cheminement pour arriver à l'astronomie passe par la physique. Ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis ou dans le Canada anglais, il y a des départements d'astronomie. Moi, personnellement, je suis très content d'avoir fait physique, qui est une formation plus large, plus générale. C'est assez curieux, n'est-ce pas? Parce que les finissants, après un bac en physique, les finissants en physique, ils ne savent rien faire. De concret, oui. De concret. C'est ça. Au contraire de, par exemple, un chimiste qui peut très rapidement appliquer les choses. Les physiciens, la formation en physique, c'est une formation où on nous apprend à résoudre des problèmes. Voici un problème, comment on peut s'y prendre pour trouver une solution. Donc, on est des gens, les physiciens sont des gens qui sont capables de résoudre des problèmes. À la base, ils ne savent rien faire, mais ils peuvent tout apprendre, finalement. Et donc, si on le met dans une industrie, dans une entreprise, dans un ministère, après quelques mois, 6 mois, 1 an, il est capable, il est parfaitement fonctionnel parce que sa capacité à lui, c'est de résoudre des problèmes, de solutionner des choses. Donc, quel que soit le problème, on trouve une solution. Donc, s'il faut lire tel ou tel ouvrage ou tel article, on va le faire, on va maîtriser ça, on va aller faire chercher tel outil mathématique. On va aller chercher les outils dont on a besoin. On va résoudre le problème. Alors donc, il y a une formation extrêmement large. Les physiciens sont très polyvalents. Ça se retrouve dans l'industrie du jeu vidéo, dans en ingénierie. Ça se retrouve dans le domaine financier et statistique. Ça se retrouve en astronomie aussi, évidemment. Fait qu'à ce moment-là, tu fais ton bac en physique? En physique, à l'Université de Montréal. Comment est-ce qu'on devient astronome? Comment le passage se fait? Bon, tous les bacs en physique, en tout cas, j'imagine qu'ils sont à peu près tous pareils. Il y a un ensemble là, de cours que je dirais de base. Un corpus? Oui, les cours de physique de base, mécanique, électromagnétisme, mécanique quantique. Il y a les cours de mathématiques, donc calcul différentiel et intégral, des choses comme ça. Et à ça se greffe ce qu'on appelle les cours de spécialité. Ce sont dans les cours de spécialité que les physiciens vont prendre leur saveur, si on peut dire, s'orienter. Donc, physique des particules, physique nucléaire, physique de la matière solide, physique des plasmas, puis évidemment astronomie, astrophysique. Alors, donc, à travers le bac, il y a eu, je dirais, à peu près une demi-douzaine de cours de spécialité en astronomie, astrophysique, que j'ai évidemment suivi. Oui. Puisque c'était l'objectif. Puis après ça, ce sont les études au cycle supérieur, maîtrise, doctorat, où là, il y a encore quelques cours, mais ils sont vraiment des cours de spécialité dans la vaste majorité des cas. Et il y a évidemment le projet de recherche. À la maîtrise, c'est un projet relativement modeste, très encadré par le superviseur ou la superviseuse. Puis ensuite, au doctorat, c'est un projet plus long, plus élaboré, où là, on nous donne un petit peu plus de cordes. Oui. On a des rapports à remettre, mais disons qu'on a pas mal plus de liberté. C'est là qu'on va faire nos classes, finalement. Là, montrer qu'on a hâte de faire de la recherche de façon autonome. Exactement. Et au moment où tu es rendu à ces études-là, c'est là qu'ouvre le Mont Mégantic? C'est à peu près à ce moment-là. Exactement. Et ça coïncide, dans le fond. Oui. Et tu t'en es servi du Mont Mégantic pour faire certaines recherches. Pour moi, ça a été un très, très beau tremplin, effectivement. Alors, au tout début des années 70, le Canada a établi un partenariat pour construire un grand télescope. À l'époque, les grands télescopes, c'est dans la classe des 4 à 5 mètres. Le Canada a décidé d'investir dans un grand télescope. On a décidé de construire le télescope Canada-France-Hawaii. Et comme le nom l'indique, avec des partenaires.
la France, l'État d'Hawaï. Et communément placé à Hawaï, que tu as une belle place à visiter. Oui, bon, je veux dire, les télescopes sont toujours dans ces endroits un peu exotiques. Exotiques. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Mais donc, le Canada a décidé d'investir dans ce projet. Et il n'y avait pas de tradition en astronomie du côté francophone. Donc, particulièrement au Québec. Si on voulait faire des études supérieures et faire carrière en astronomie et en astrophysique, après avoir fait le bac, il fallait aller soit à l'étranger, aux États-Unis, en France, ou au Canada anglais. Et donc, il n'y avait pas d'expertise. Il y en avait, mais il n'y avait pas une très grande expertise en astronomie et en astrophysique du côté francophone. Et donc, les universités du Québec, l'Université de Montréal, l'Université Laval, il y a quelques chercheurs qui se sont regroupés là-dedans. On peut penser à Gilles Baudet ou Georges Michaud, qui ont eu l'idée d'établir un télescope modeste au Québec qui favoriserait la formation en astronomie et en astrophysique et qui permettrait de former une relève francophone, le pendant francophone de ce qui existait déjà au Canada anglais pour alimenter les grands observateurs, mais donc, entre autres, cette grande infrastructure qui allait être terminée à la fin des années 70. Donc, le Mont Mégantic, c'est un peu ça. C'est, disons, l'école de formation. L'école de formation. Des astronomes québécois. Et donc, bon, il y a eu un projet de construire ce télescope sur le territoire du Québec. On s'entend, là, en termes de météo, là, c'est vraiment... C'est pas le choix idéal. Là. Non, c'est ça, le Québec. Le Québec, là, les meilleurs... Les ciels étoilés, on n'a pas tant que ça. Les meilleures nuits, les meilleures années, on a une nuit sur 3 à peu près. Oui. N'est-ce pas? Plus souvent qu'autrement, concentré autour de la région de Montréal. Okay. Mais c'était, le symbole même, l'instrument comme tel qui permettrait de faire de la recherche, mais aussi et surtout de former une génération de nouveaux astronomes, puis ensuite, ultimement, de diffuser ensuite l'astronomie auprès du public. C'est ça, t'es vraiment l'exemple type de ça. Oui, moi, je suis à l'avant-garde de tout ça, en effet, parce que je suis arrivé, quand j'ai terminé mon bac en physique, l'observatoire du Mont Mégantic ouvrait. Oui. Et donc, voilà, naturellement, à la maîtrise, on va utiliser l'observatoire du Mont Mégantic. Juste le situer, c'est dans les cantons de l'Est, c'est environ 200 km à l'est de Montréal? C'est 250 km de Montréal. De Montréal. C'est stratégiquement situé à la même distance de route de Montréal et de Québec. Ah bon? Étant donné que les deux universités partenaires à l'origine étaient l'Université de Montréal et l'Université Laval. Donc, il fallait pas qu'il y ait un avantage indu pour l'un ou l'autre. Et donc, le Mont Mégantic est un bon site. Surtout parce que c'est un endroit très isolé. Il n'y a pas de grande ville proche. Il y a Sherbrooke à 75 km. Mais au sud de la frontière, il n'y a rien. C'est le Maine, le New Hampshire, le Maine. Il n'y a absolument rien. Et donc, le potentiel de développement urbain était très limité, ce qui fait que pour les années à venir, le problème de la pollution lumineuse n'allait pas se poser de façon aussi dramatique. Il y avait eu d'autres sites qui avaient été envisagés au nord du Mont-Tremblant, qui était un très, très bon site, un peu plus loin pour les gens de Québec, un peu plus proche pour les gens de Montréal. Mais, je veux dire, historiquement, on se rend compte à quel point ça aurait été une catastrophe, n'est-ce pas? Absolument. Je veux dire, avec le développement de la station au Mont-Tremblant. Or, en rétrospective, le Mont Mégantic est un bon site. Il y a toujours une série de compromis pour choisir un site astronomique, à part le nombre de nuits claires. Il y a la stabilité de l'atmosphère, mais il faut que le site soit accessible. Absolument. On ne veut pas que ce soit une expédition de 3 semaines pour atteindre un télescope. C'est ça, dans le Grand Nord. On l'envisage maintenant là, pour les prochaines générations de grands télescopes, d'avoir des endroits très exotiques comme l'Antarctique ou le très grand nord du pays, mais ça va poser des problèmes d'accessibilité. Je veux dire. Et donc, le coût de la recherche à faire là-bas, sans compter les complications avec le froid. Là. C'est ça, exactement. Le Mont Mégantic est équipé d'un télescope d'1,60 m? C'est 1,60 m. Ça permet de faire des observations assez intéressantes? À l'époque de sa construction, les grands télescopes, c'était la classe des 4 à 5 mètres. Donc, 1,60 m, c'était un télescope de taille moyenne. Oui. Aujourd'hui, à l'ère des télescopes de 8 à 10 mètres et bientôt de 25 à 40 mètres, c'est devenu un petit télescope. C'est ça. Cependant, malgré le fait que la taille même du
miroir ne change pas, il y a eu une amélioration substantielle dans la sensibilité des instruments qu'on peut accoler, des détecteurs. On est passé des plaques photographiques avec une efficacité d'à peu près 3, 4, 5% dans le meilleur des cas, à des détecteurs numériques qui ont une efficacité de 95 à 100%. Ouais. Donc, pour le même télescope, on ramasse plus de photons. En fait, le détecteur en ramasse plus. Donc, ça a permis de maintenir la compétitivité du télescope pendant très longtemps. Et oui, il se fait des projets de recherche. Là, on s'entend, là, ça demeure un miroir de 1,60 m. Donc, l'idée d'aller observer le quasar le plus lointain, on oublie ça. Pas avec lui. C'est pas avec lui. Mais il y a des projets où le télescope a un créneau très particulier pour faire des suivis détaillés de relevés, de sondages profonds. On peut faire des choses. On peut faire aussi un suivi dans le temps. Donc, il y a des choses très intéressantes qui peuvent être accomplies avec un télescope plus modeste. Il faut choisir le créneau. C'est ça l'idée. Toi, tu t'en es servi du télescope pour étudier un certain type d'étoiles de grande taille? Oui, en fait, de grande masse. De grande masse. Ça donne qu'elles ont une grande taille. Mais surtout de grande masse, oui, c'est la qualité. Mais c'est ça. Ce sont, tant pour la maîtrise que pour la thèse de doctorat, j'ai étudié des étoiles qu'on appelle Wolf-Rayet, nommées en l'honneur de 2 astronomes français qui ont identifié le prototype de la classe en 1867. Alors, donc, les étoiles Wolf-Rayet ont le même âge que la Confédération. Ben oui, c'est vrai, tout à fait. Leur découverte, en tout cas. C'est ça. Et à l'époque, quand moi j'ai fait ma thèse, on en connaissait dans notre galaxie un peu plus d'une centaine, peut-être 130, 150. Là, le nombre a augmenté de façon substantielle. Juste dire, ce sont des étoiles qui sont quoi, 10, 20, 30 fois plus massives que le Soleil? Oui, ce sont des étoiles de très grande masse. C'est ça, plus de 10 fois la masse du Soleil. Ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50 fois la masse du Soleil. Ce sont des étoiles, donc forcément, à cause de leur très grande masse, ce sont des étoiles qui vivent très peu de temps. Leur durée de vie, ça se mesure en millions d'années. 5, 10, 15 millions d'années tout au plus. Ce sont des étoiles ces étoiles massives terminent leur vie de façon explosive, ce qu'on appelle des supernovas. Il y a toute une série de phases intermédiaires avant d'arriver à l'explosion, dont une phase au cours de laquelle l'étoile perd beaucoup de matière. Quand on regarde notre Soleil, c'est une petite étoile, une fois sa propre masse, par définition. Et c'est une étoile qui s'évapore. On parle parfois du vent solaire, un flot de particules qui est responsable des aurores boréales, par exemple, entre autres des tempêtes solaires. Mais donc, notre Soleil s'évapore un peu, des électrons, des protons, donc des particules qui quittent la surface du Soleil. Mais c'est un vent très ténu. Les étoiles Wolf-Rayet ont des vents qui sont 1000, 10 000, 100 000 fois plus denses et massifs. Donc, ce sont des étoiles qui, pendant cette phase, ces étoiles Wolf-Rayet, pendant qu'elles sont dans cette phase Wolf-Rayet, vont perdre 10% de leur masse, 20% de leur masse. Donc, c'est un vent extrêmement important. Et ce vent, évidemment, beaucoup d'électrons, beaucoup de protons, mais il transporte avec lui aussi les produits de la fusion nucléaire qui se produisent au centre. Donc, de l'azote, du carbone, de l'oxygène. Les étoiles Wolf-Rayet sont responsables en partie de l'enrichissement en éléments lourds du cosmos en général. Donc, toi, moi, tout ce qui nous entoure, on est fait avec du matériel qui a probablement été dans les étoiles Wolf-Rayet à un moment donné et qui a été répandu dans l'espace. Ça a formé d'autres nuages de gaz à partir duquel le Soleil, la Terre s'est formé. Donc, on est fait avec de la matière qui il y a 8 milliards d'années, était dans les étoiles. Absolument. Est-ce que Betelgeuse était une étoile Wolf-Rayet? Non, c'est une étoile. Elle pourrait le devenir. Elle va probablement connaître. Non, mais à l'époque où elle était, parce qu'elle n'est plus dans sa séquence principale. Non, mais elle est devenue une super géante rouge. Alors, elle pourrait. Elle a peut-être traversé une phase Wolf-Rayet. Elle va peut-être y retourner. Dans l'évolution, il y a des excursions. Le chemin n'est pas aussi net que ça. Là.
passe Wolf-Rayet, Géante Rouge, on peut revenir en arrière. OK. Donc, est-ce que toi, ça t'intéressait d'en découvrir davantage? Tu disais à l'époque, on en connaissait à peu près 100, 130. Est-ce que ton but, c'était d'en trouver davantage ou d'étudier un aspect un peu particulier? Le projet de recherche initial, les premiers balbutiements de ma thèse étaient là-dessus. C'était l'idée de découvrir de nouvelles étoiles Wolf-Rayet, mais dans d'autres galaxies. Que la nôtre. Galaxie du groupe local. Donc, par exemple, galaxie d'Andromède, Messier 31, galaxie du Triangle, Messier 33. Et l'idée, c'était d'utiliser le mont Mégantic. Oui. Malheureusement, on s'est rapidement rendu compte que la taille du télescope ne le permettait pas. Ça allait rendre la chose extrêmement difficile. Pas impossible, mais à l'époque, on était avec des plaques photographiques. Aujourd'hui, avec des plaques modernes, on pourrait peut-être y arriver. Mais donc, ça rendait la chose difficile. Donc, on a modifié le projet pour se rabattre sur les étoiles Wolf-Rayet galactiques, donc dans la Voie lactée, nos voisines, et d'étudier leur comportement. Donc, entre autres, un des paramètres qui était très, très mal connu à l'époque, c'est la masse des étoiles Wolf-Rayet et les différentes phases évolutives. Il y a différents scénarios. Et donc, une façon de mesurer la masse des étoiles Wolf-Rayet, c'est de vérifier si elles font partie de systèmes binaires, donc deux étoiles qui tournent une autour de l'autre, et par loi de gravitation, les lois de Kepler, en fait, on pouvait arriver à mesurer la masse. Donc, l'idée, c'était d'étudier les systèmes binaires d'étoiles Wolf-Rayet. Oui. OK. Alors, c'est assez amusant parce que le tout début de ma carrière s'est consacré sur ce que j'appellerais l'astronomie extragalactique. Tant bien que mal de trouver des étoiles Wolf-Rayet extragalactiques. Puis ensuite, on s'est rabattu sur des étoiles Wolf-Rayet galactiques, plus proches. Quand même des milliers d'années-lumière, mais plus proches. Mais plus proches, dans notre galaxie, dans notre voisinage. Parle-moi un peu. On imagine, on a une vision romantique des astronomes qui ont leur œil au télescope. Hippolyte Calice dans Tintin. C'est ça, exactement. Mais c'est pas ça du tout. Là. C'est quoi Non, c'est vraiment pas ça. C'est quoi la carrière d'un astronome? C'est quoi le quotidien d'un astronome? En fait, le travail de l'astronome au télescope même, ce n'est qu'une toute petite fraction du travail astronomique. Oui, effectivement, on va au télescope. On passe des nuits. On observe au télescope. Mais c'est peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines dans une année. Là. Clairsemé, ça va être quelques nuits ou une semaine, puis ensuite quelques mois plus tard. Et vous n'observez pas nécessairement à l'œil nu, vous ne regardez pas dans le télescope, ce sont des appareils. On ne regarde jamais à l'œil nu. Ce sont toujours des appareils qui prennent des mesures. Travail pour nous. Bon, il fut une époque, c'était des plaques photographiques. Donc, on expose la plaque pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, que ce soit pour faire des photographies ou pour faire de la spectroscopie. Et le travail de l'astronome et des assistants d'observation, c'est de pointer le télescope, guider le télescope, préparer l'ordre dans lequel on va faire les observations tout au long de la nuit. À l'époque où c'était des plaques photographiques, il fallait développer les plaques, donc il y avait du travail de chambre noire à faire. Là, maintenant, ça se fait avec des instruments, des détecteurs électroniques contrôlés par ordinateur. Le travail est un peu le même, mais il se fait à travers, on regarde l'image sur un écran d'ordinateur. On n'est que très, très rarement à côté du télescope, physiquement, là, à 1 pied ou 2 du télescope. On y est pour faire des ajustements sur l'instrument, mais on ne veut pas être dans la même salle que le télescope, tout simplement parce que la chaleur du corps humain réchauffe la pièce. Le télescope, il est à l'air libre, n'est-ce pas? Il est dans une enceinte. Mais il est à température extérieure. Mais à température extérieure avec la fente qui est ouverte. Et le simple fait d'avoir une personne à côté, ça réchauffe l'air et ça crée des turbulences. On le voit, la qualité des images est moins bonne s'il y a quelqu'un. Donc, l'idée, c'est d'être dans une salle climatisée ou chauffée, dépendant de la saison, adjacente, avec laquelle il n'y a pas de contact, sauf par le biais des instruments. Alors ça, c'est une partie du travail de l'astronome. L'autre partie, c'est celle qui précède, c'est la préparation de la mission d'observation, parce que, on va observer tel ou tel ou tel objet à tel moment dans la nuit, donc planifier de la façon la plus judicieuse la mission d'observation. Il y a le travail préparatif aussi. Il y a beaucoup d'astronomes dans le monde, quelques dizaines de milliers, disons,
mais il n'y a pas quelques dizaines de milliers de télescopes. Donc, il faut se partager les instruments, les télescopes, les instruments. Donc, le temps d'observation est compartimenté et il est attribué au mérite des projets scientifiques. Donc, par exemple, le Mont Mégantic, c'est un peu particulier parce que c'était un télescope universitaire, donc il y avait une priorité pour le personnel des universités, que ce soit les chercheurs ou les étudiants. Mais les grands observatoires, on parlait précédemment du télescope Canada-France-Hawaï, mais tous les grands observatoires, il y a un concours qui est souvent ouvert à la communauté internationale. Canada-France-Hawaï, c'est l'ensemble des Canadiens, des Français et des Américains à travers l'Université d'Hawaï. Mais c'est un concours. Il y a 365 nuits dans l'année. On fait 2 blocs de 6 mois, 180 nuits ou à peu près. Et là, il y a un concours, une période où les gens doivent soumettre des demandes de temps d'observation. Donc, il faut planifier un projet. Pourquoi on veut le faire? Comment on va le faire? Qu'est-ce que ça va changer ou apporter? Littéralement, il faut presque avoir une idée du résultat. On est toujours surpris, mais l'idée derrière tout ça, là, c'est de montrer qu'on est capable de mener un programme de recherche. Donc, préparer une demande de temps, c'est beaucoup de temps. Là. C'est pas un truc qu'on fait sur le coin de la table en 5 minutes. C'est des heures et des heures, des jours et même parfois des semaines de travail. Il faut savoir qu'est-ce que le télescope peut faire, savoir qu'est-ce que l'instrument peut faire. Est-ce que ça va être suffisant pour réaliser notre... tenter de répondre à là où les questions qu'on se pose. Alors, il y a cette partie en amont qu'on doit faire, il y a le travail d'observation qu'on doit faire, et au cours de la nuit, les choses peuvent changer parce que pépins techniques, problèmes de météo, donc il faut constamment réajuster des trucs. Il faut avoir un plan B et un plan C quand on va observer. S'il fait pas beau, si les conditions météo sont pas optimales pour tel projet, avez-vous un plan B? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire? Parce que vous ne voulez pas gaspiller du temps d'observation. Si l'instrument répond pas à vos attentes, avez-vous un plan B? Êtes-vous capable de faire autre chose? Puis ensuite de ça, il y a la réduction des données, donc le dépouillement. Les données sont brutes, n'est-ce pas? Initialement, c'était des plaques photographiques, par exemple, donc il faut... développer les plaques photographiques. Maintenant, avec les instruments numériques, il faut nettoyer les données. Il y a toutes sortes d'artefacts instrumentaux qui sont rajoutés par l'instrument, par le télescope lui-même. Par l'atmosphère. Toutes sortes de choses. Il y a une partie importante de dépouillement qui peut prendre des semaines de travail. Et puis ensuite, il y a l'interprétation. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça répond à la question ou aux questions que je me posais? Plus souvent qu'autrement, c'est non. Ça soulève d'autres questions. Oui. Donc, il y a l'interprétation. Puis à la fin, il faut, une fois qu'on a la réponse, là, c'est personnellement très satisfaisant d'avoir la réponse, mais il faut la publier. Il faut l'expliquer aux autres. C'est le processus scientifique, n'est-ce pas? Le processus scientifique s'appuie sur le fait que c'est un édifice qui se construit morceau par morceau, brique par brique. Et donc, on s'appuie sur ce qui a été fait précédemment. On part pas de zéro. On redécouvre pas la loi de gravitation de Newton. Non, ça a été fait. Ça a été fait. Alors, donc, l'idée, c'est de bâtir sur quelque chose et d'aller un petit peu plus loin, mais la contribution, c'est qu'il faut publier les résultats dans des revues auxquelles d'autres chercheurs vont avoir droit. On est évidemment soumis à une critique. On publie les résultats. Il y a un processus là, d'arbitrage, en fait, de lecture et de vérification par des pairs qui sont indépendants, parce que plus souvent qu'autrement, on fait partie d'une équipe de recherche. Donc, il va y avoir des pairs indépendants qui vont analyser ça, puis qui vont demander des clarifications ou demander des révisions. Et donc, et le processus recommence. C'est ça. Dans le fond, ce que tu nous expliques, c'est un peu pourquoi la science est si long. Tu sais, des fois, on rapporte une découverte dans les médias, puis les médias voudraient avoir tout de suite la réponse de qu'est-ce qu'on a découvert. Exactement. C'est un long processus. Ce n'est pas comme dans une émission de Star Trek où ils sont soumis à un problème, puis dans 52 minutes, on va avoir le résultat, puis ils vont avoir construit la machine qui leur permet de résoudre le problème, puis le problème va être résolu. Ce n'est pas comme ça. Et on le voit aussi sous certains aspects, particulièrement dans les médias, surtout dans le cas où on lance un nouvel instrument, une sonde vers la Lune ou vers Mars ou un nouveau télescope. On fait grand état de ce lancement.
Mais il n'a encore rien fait. C'est ça. N'est-ce pas? C'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans qu'on va avoir le résultat des travaux qui ont été faits. Un bel exemple de ça, c'est le télescope spatial Hubble. Mm-hmm. Il a été lancé, grande pompe, etc., etc. Il y avait quelques questions scientifiques importantes auxquelles pour lesquelles on espérait avoir des réponses. Mais le télescope a fait beaucoup plus que ça. Et encore aujourd'hui, il est très productif. Mais on ne parle plus tellement du télescope en tant que l'instrument, puis son lancement. Non, maintenant, là, on parle davantage des résultats, nouveaux résultats obtenus par le télescope spatial Hubble. Ouais. Alors, c'est un peu ça. La science, là, c'est un processus qui est lent. Beaucoup trop lent pour les médias. Et pour le commun des mortels. Oui. Et je les comprends. Là, je veux dire, c'est parce que il faut être là-dedans puis comprendre un petit peu les subtilités. Puis les pas sont lents, les progrès sont parfois lents. On peut se casser la tête sur une façon de dépouiller des données ou d'interpréter des données. Ça peut prendre des semaines, des mois. Puis parfois, il n'y a pas de solution. On le laisse de côté. On passe à un autre problème. On y reviendra. C'est ça. On y reviendra. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues, ils travaillent sur le même type d'objet, le même type de questions qu'il y a 20 ou 30 ans. Mm-hmm. Ils ont fait des progrès. Oui. Bien sûr, ils ont fait des progrès, mais c'est une série de progrès qui s'accumulent et il y aura d'autres générations de chercheurs. Quand j'étais étudiant à l'université, que ce soit au bac ou au cycle supérieur. Évidemment, à cette époque, les universités avaient des systèmes des centres de calcul centralisés, de gros ordinateurs. Il y en a encore, mais on a aussi chacun notre ordinateur personnel. Mais donc, il y avait ces grosses machines. Et là aussi, il fallait chercher du temps. Le temps était... ça coûtait de l'argent, là, je veux dire. 30 secondes d'ordinateur, ça coûtait de l'argent. Et il fallait remplir des demandes d'accès aux grands ordinateurs. Et on nous demandait, quand est-ce que vous prévoyez finir votre projet? Ben, jamais. Je veux dire, c'est une question ouverte, là, n'est-ce pas? Là, je veux dire... Pour les gens, les gestionnaires de ces ordinateurs, eux, n'est-ce pas, il y avait une question, on a la réponse, projet fini. C'est ça. L'astronomie, c'est pas ça. La science, en général, c'est pas ça. Alors, ça les embêtait toujours. Puis ils nous demandaient aussi souvent, quelle sorte d'ordinateur vous voulez avoir le plus puissant que vous avez, si possible, parce qu'on va le pousser à la limite. Oui. On va vraiment le pousser à la limite. Il y a tellement de données à compiler. C'est ça. Tu t'es intéressé aussi, un peu plus tard dans ta carrière, à d'autres types d'étoiles, dont les naines blanches et les sous-naines. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que toi, il t'intéressait? Oui, après mes études au cycle supérieur... je me suis intéressé à un autre type d'objet parce que, j'avais des collègues qui travaillaient là-dessus. Puis à un moment donné, ils ont eu besoin de... pendant mes études au cycle supérieur, j'avais développé une très, très grande expertise en spectroscopie. Donc, décortiquer la lumière, analyser ce que ça signifie, identification de raies, mesure de vitesse, des choses comme ça, mesure de température. Donc, j'avais développé une très grande expertise en spectroscopie et cette expertise, peut être transférée dans un autre domaine de l'astronomie. Donc, on parle ici de naines blanches et d'étoiles de type sous-naine, qui sont des étoiles toutes petites, d'où le nom, n'est-ce pas? Et en fait, ce sont aussi des étoiles mortes. Ce sont, par exemple, notre Soleil, à la fin de sa vie, lorsqu'il va achever sa vie dans 5 milliards d'années, il va perdre son enveloppe externe, donc il va s'évaporer. Ça va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et la région centrale, où il y a les réactions nucléaires, où l'hydrogène se transforme en hélium, puis éventuellement l'hélium va se transformer en carbone, la région centrale, ce noyau, c'est ce qui va former une naine blanche. Éventuellement, les réactions nucléaires vont s'arrêter, l'enveloppe externe va avoir été éjectée, puis il va rester le cœur de l'étoile, inerte, très, très chaud, là. Hein? Je veux dire, on s'entend que ça a été chauffé à des millions de degrés, mais il n'y a plus de réaction. Plus de production d'énergie, donc c'est un cœur inerte qui se refroidit inexorablement. Puis on veut connaître les propriétés, un peu comme les thanatologues vont faire parler un cadavre, n'est-ce pas? C'est étudier ce que va donner notre Soleil. Il va vous dire, la personne est décédée, cancer
de l'estomac où elle avait mangé telle ou telle chose. Alors, on est capable de reconstruire un peu une partie de l'histoire de la personne qui était vivante. On peut faire exactement la même chose avec les naines blanches en étudiant les cadavres stellaires. Donc, je me suis intéressé à ça avec, disons, ma lorgnette de spectroscopiste. Donc, j'ai travaillé avec des collègues qui, eux, étaient des spécialistes de la modélisation, entre autres. Et on a fait vraiment une chouette équipe. Et donc, il y a les naines blanches et il y a les étoiles de type Soonen qui sont un groupe d'étoiles, je dirais, un peu semblable aux naines blanches, un peu plus massive, sous certains aspects peut-être une phase intermédiaire dans la vie d'une étoile avant de devenir naine blanche. On passe par la phase Soonen. Donc, ce sont des étoiles, elles aussi, qui sont de petite taille. Ce sont des noyaux d'étoiles. Bon, le portrait est un peu plus complexe que ça. Là, mais ça donne, disons, une idée. Donc, encore une fois, là-dedans, c'était la même chose. D'étudier les naines blanches, mesurer la température, mesurer la masse, mesurer la composition chimique de surface, mais aussi en trouver d'autres. On n'en connaissait pas beaucoup à la fin des milieux des années 80, fin des années 80, peut-être quelques milliers. L'idée, c'était d'en trouver davantage, avoir un échantillon plus large, parce que quand on a un très, très grand échantillon, il y a toujours les cas bizarres qui apparaissent. Ils sont rares, mais si on a un grand échantillon, on va en avoir un. Trouver. Et comme dans n'importe quel autre domaine, ce sont les cas bizarres qui sont intéressants parce que c'est eux qui révèlent quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi il y a quelqu'un qui mesure 2,50 m? Je veux dire, alors que c'est la norme, c'est 1,80 m. Alors, je veux dire, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Qu'est-ce que cette personne-là ou cet individu va nous apprendre? Alors, ce sont ces cas bizarres qui sont souvent très intéressants d'un point de vue de l'astronomie. Évidemment, l'ensemble de l'échantillon est aussi intéressant. La norme est aussi intéressante, mais donc, il y a toutes sortes de choses à découvrir. Et c'est le même processus, encore une fois. Là, je veux dire, c'est un processus scientifique. On fait des observations, on monte un projet, on fait des observations, on analyse, on interprète, on publie. Alors, c'est le même processus. Ces dernières années, en fait, depuis un bout de temps, tu t'intéresses plus à l'astrobiologie, plus à la découverte de nouvelles planètes, qui est le grand domaine d'évolution de l'astronomie maintenant. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Quelle langue qui t'intéresse dans tout ce qui est astrobiologie et exoplanètes? Alors, dans le cas de l'astrobiologie, disons que la connexion, elle est... c'est pas la même. Mon intérêt était plus un intérêt personnel de recherche de la vie. On s'entend que c'est une bonne question. Absolument. Sommes-nous seuls dans le cosmos? C'est une bonne question. C'est une vieille question. Et tout au long de ma carrière, j'ai fait de la recherche, j'ai aussi fait beaucoup d'enseignement. Et j'ai donné beaucoup de cours, on appelle ça, sans faire de mauvaise langue, on appelle ça de l'astronomie pour des poètes. Oui. Ce sont pour les gens romantiques qui veulent apprendre. C'est-à-dire, ce sont des cours d'introduction à une discipline qui ont une composante qualitative plutôt que quantitative. On veut pas... L'audience à laquelle on s'adresse, le public cible des étudiants auxquels on s'adresse, ce ne sont pas des physiciens. Ce ne sont pas des gens qui vont faire carrière dans le domaine de la physique ou de l'astronomie, mais des gens qui s'intéressent à l'astronomie, comme on s'intéresse à l'histoire de la musique du 20e siècle ou à l'histoire de la peinture à la Renaissance. Donc, les gens s'inscrivent à ça par intérêt personnel et donc on fait une description qualitative. Et donc, à ce moment-là, on est... très, très large. On ne parle pas d'un problème spécifique, les anneaux de Saturne. On parle, des anneaux de Saturne, mais on parle des planètes du système solaire, de l'origine du système solaire, des étoiles, de l'origine et de l'évolution des étoiles, des galaxies, des trous noirs. C'est très, très large. Et le problème de la vie extraterrestre apparaissait immédiatement. Je veux dire, c'est la question qu'on se pose tous. Pour parodier le film Contact, là, ça serait un grand gaspillage d'espace s'il n'y avait rien d'autre là-dedans là, que nous. Alors, la question était d'intérêt, puis on lit beaucoup pour, n'est-ce pas, comme c'est un cours qui est peu profond, mais très large, il faut lire beaucoup. Alors, j'avais lu beaucoup, le problème m'intéressait. Puis à un moment donné, à la fin des années
90 et au début des années 2000, ben, il y a eu comme une ouverture qui s'est créée parce que, bon, on a commencé à découvrir les premières exoplanètes en 1995 on assistait à l'éclosion de plus grands télescopes, l'inauguration de plus grands télescopes. Donc, il y avait une possibilité qu'on puisse développer des techniques qui révéleraient la présence de vie extraterrestre, non seulement à cause de l'astronomie, mais aussi parce qu'on commençait à mieux comprendre l'évolution et l'origine de l'évolution de la vie sur notre propre planète. Il y a encore de vastes pans qui sont flous, mais on commençait à avoir une idée. Et donc, on pouvait imaginer des méthodes qui permettraient, si on était des astronomes extraterrestres, à grande distance, serait-on capable de dire si oui ou non il y a de la vie sur la Terre, n'est-ce pas? Absolument. Alors, donc, on commençait à développer ces techniques. Alors, je me suis intéressé à ça, par intérêt, presque comme un hobby. Et puis, éventuellement, ben, j'ai un peu tripoté dans des méthodes, les balbutiements des méthodes qui permettraient de révéler la présence de la vie extraterrestre. Pas moi personnellement, tenter de décider si oui ou non il y a de la vie extraterrestre, mais je me suis intéressé au problème de la vie sur Terre. Si j'étais un astronome extraterrestre, est-ce que je serais capable? Je connais la réponse, je sais qu'il y a de la vie sur Terre, mais est-ce que je pourrais le démontrer avec des outils astronomiques? Oui, tout et à donc, fait. j'ai... inversé le télescope, les là. Oui. On est à l'autre bout. Et donc, l'idée, c'est de regarder la Terre comme si on était à grande distance. C'est ça. C'est pas facile, n'est-ce pas? On peut lancer des sondes à grande distance de la Terre, ça coûte cher, puis bon. Mais on peut le faire d'une autre façon. On peut regarder la Lune. Quand on regarde la Lune et qu'on voit cette phase de la Lune, on passe du mince croissant au premier quartier, à la pleine Lune, puis ça décroît. Mais quand la Lune est dans cette phase de mince croissant, au début et à la fin du cycle des phases lunaires, tout le monde en a fait l'expérience. On regarde le coucher de soleil, on voit le petit croissant de lune côté ouest, puis on voit la petite partie très éclairée, très brillante. Mais si on porte attention, on voit le reste de la boule de la lune. On voit une partie qui est plus sombre, un peu floue, mais on la voit. Et cette partie plus sombre de la Lune, la Lune, c'est un miroir. Hein? Elle ne produit pas de lumière, là, contrairement au Soleil. C'est un miroir pas très, très bon, mais c'est un miroir proche de nous. Là. Et donc, quand on regarde la Lune et qu'on voit le croissant de Lune ou le premier quartier, la partie éclairée de la Lune que l'on voit, c'est la lumière du Soleil qui est réfléchie par la Lune. C'est un miroir, on voit la Lune. N'est-ce pas? Mais le Soleil éclaire aussi la Terre. Et la Terre réfléchit de la lumière dans l'espace, l'eau, les nuages, etc. On réfléchit de la lumière dans l'espace et ça vient éclairer la Lune aussi. Et quand on voit le petit croissant, la partie brillante, c'est la lumière du Soleil. Le reste c'est la Terre. C'est la Terre. C'est la réflexion de la Terre. On appelle ça la lumière, en français, on appelle ça la lumière cendrée de la Lune. Mais en anglais, c'est vraiment mieux, on appelle ça Earthshine, le reflet de la Terre. Le reflet de la Terre. Et donc, si on peut analyser cette lumière, c'est de la lumière du Soleil qui a touché la Terre, qui a été altérée par tout ce qu'il y a sur la Terre, l'atmosphère, les océans, la vie sur Terre, et qui vient éclairer la Lune. Si on peut analyser cette lumière lunaire, c'est comme si on était à grande distance, puis qu'on analysait la lumière réfléchie par la Terre directement. Donc, je me suis intéressé au problème de observer la Lune et analyser, mais observer la lumière cendrée de la Lune pour voir si on était capable d'avoir la trace de l'activité biologique. Et la réponse, c'est oui. C'est oui. Bien évidemment, on détecte qu'il y a de l'eau. On voit la molécule d'eau dans la signature spectroscopique de la molécule d'eau. Excellente nouvelle, on est capable de confirmer qu'il y a de l'eau sur Terre en regardant sur la Lune. On voit la signature des composés chimiques de l'atmosphère. Donc, l'oxygène, l'ozone, le dioxyde de carbone, le méthane, si on observe dans l'infrarouge. Et ça, là, dans le cas du méthane et de l'oxygène, trace de vie. C'est l'activité biologique sur notre tête qui produit ça. La photosynthèse des plantes, la digestion des ruminants, la décomposition de la matière dans les rizières, les marécages. Donc, la composition chimique de notre atmosphère trahit l'activité biologique. Donc, en regardant la Lune et la lumière cendrée de la Lune, je pouvais confirmer qu'il y a bel et bien de la vie sur la Terre. Mais c'est encore plus que ça.
étant donné que la Lune tourne autour... Là, j'espère que j'apprends rien. Mais la Lune tourne autour de la Terre. On l'a déjà dit dans un balado précédent. Oui, bon, excellent. On va mettre ça en hyperlien, en lien avec ça. Là. Donc, la Lune tourne autour de la Terre, mais la Terre tourne sur elle-même. Oui. Et la Terre tourne plus rapidement sur elle-même que la Lune fait le tour. 24 heures au lieu de à peu près 28 jours, disons. Oui. Et donc, la portion de la Terre qui est éclairée Ouais. et qui vient illuminer, qui crée la lumière cendrée sur la Lune, Ouais. elle change au fil du temps parce que la Terre tourne. Alors, de temps en temps, c'est l'océan Pacifique. Ouais, De temps en temps, ça va être l'Afrique Ouais, qui va ouais, éclairer. C'est pas la même lumière. Les Ok. océans et la végétation ne réfléchissent pas de la même façon, ne réfléchissent pas exactement les mêmes couleurs. Et ça, on est capable de le mesurer. Donc, non seulement en regardant la Lune, on pouvait voir la composition chimique de l'atmosphère, mais on pouvait déceler la signature de la chlorophylle. Ouais. Donc, on savait qu'en regardant la Lune, je peux vous dire qu'il y a des plantes vertes sur la Terre. Alors, Donc, c'est des techniques ce qu'on sont- pourrait appliquer et éventuellement. donc, exactement. Uh-huh. Tu as tout compris. Comprends? Cette méthode, tu sais, elle permet pas de détecter la vie sur Terre. En fait, elle permet de confirmer, mais ça, on le savait déjà. Oui. Mais c'est une façon de s'entraîner Mhm. à reconnaître la signature de l'activité biologique. Évidemment, on a découvert tout plein de problèmes. Là. C'est pas aussi simple que ça. Oui. Là. J'ai doré un peu la pilule et on s'entend que le portrait que ça nous donne de la Terre, c'est la Terre actuelle avec de l'eau puis 20% d'oxygène dans l'atmosphère puis des plantes vertes. La Terre d'il y a 1 milliard d'années, c'était pas la même chose. C'est ça. Même s'il y avait de la vie sur la Terre. Donc, mais on a découvert, on a réussi à comprendre comment on s'y prendrait et on est sur le point, en termes de technologie de télescope, que ce soit dans l'espace ou au sol, là, on est sur le point d'avoir les instruments qui vont, pour la première fois, nous permettre de faire ce type d'analyse, mais pour des exoplanètes. Et donc, on va obtenir des signatures spectrales d'exoplanètes qu'on pourra comparer avec la signature spectrale de la Terre. Puis là, à un moment donné, là, si ça ressemble pas mal à celle de la Terre, je dis souvent la blague, là, si ça vole comme un canard, si ça quaque comme un canard et si ça marche comme un canard, ça doit être un canard. On peut parier un 10 que c'est un canard, n'est-ce pas? Là? C'est ça. Donc voilà, c'est un peu intéressant. ça. Okay. Et ce qui est assez amusant, et si on fait le parallèle, début de ma carrière en astronomie, c'était extragalactique. J'essayais de trouver des étoiles aux frélettes à des millions d'années-lumière. Et là, tu étudies la Ensuite, Lune. j'ai fait des étoiles aux frélettes et des étoiles naines blanches et des sous-naines qui sont à des centaines ou des milliers d'années-lumière. Et à la fin de ma carrière, en fait plus récemment, c'est la Lune qui est à 400 000 km. Les mauvaises langues diront que ma vue baisse. Elle devient plus pointue, mais elle baisse. Je me rapproche. C'est ça. Je peux pas m'empêcher de te poser la question que tout le monde doit te poser comme astronome, puis j'aimerais savoir ton point de vue à toi sans loader la question, mais sommes-nous seuls dans l'univers? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta réflexion? Bon, alors la réponse, pour l'instant, c'est on ne le sait pas. On ne sait pas. Le seul endroit où on sait qu'il y a de la vie, c'est sur la Terre. OK. Maintenant, si on me demande, est-ce que je crois qu'il y a de la vie extraterrestre? La réponse, c'est oui. Okay. Ça demeure un acte de foi, n'est-ce pas? Là, je crois sans preuve. Maintenant, c'est une croyance qui est, disons, encadrée, modulée par ce que je connais. N'est-ce pas? Tant sur l'origine et l'évolution de la vie sur Terre que sur, disons, la reproductibilité de conditions ailleurs que sur Terre, ailleurs dans le cosmos qui peuvent approcher. Alors donc, je pense qu'il y a de la vie, je crois qu'il y a de la vie, je pense qu'il y a de la vie extraterrestre. Qu'on va, que dans un horizon d'à peu près 5 à 10 ans, on aura les instruments pour être en mesure de donner une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une réponse. Là. On peut être très malchanceux puis ne rien trouver pendant 5 ans, 10 ans. Là, je veux dire, s'il y en a moins qu'on pense. Mais on aura, à tout le moins, les instruments. Pour la première... C'est important là, et impressionnant. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes la première génération qui a la capacité de répondre à la question. Ça a longtemps été un problème de nature philosophique dans l'Antiquité. À la limite, ça a été un problème de nature théologique pendant une bonne partie du Moyen Âge. C'est devenu un problème scientifique avec la révolution scientifique il y a à peu près 400 ans. Premier télescope, Galilée, des trucs comme ça. Mais nous, présentement, nous sommes la génération qui a le potentiel d'avoir la réponse. C'est incroyable. Absolument. Dans toute l'histoire de l'humanité, on pourrait être les premiers à avoir la réponse, à être capable de dire, pointer quelque part dans le ciel, de dire,
il y a de la vie à cet endroit. Mhm. Quand on va arriver à ça, là, est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais quand on va arriver à ça, c'est aussi important que Galilée, Kepler et Newton Absolument. qui montrent que la Terre tourne autour du Soleil, là, qu'on n'est pas le centre du cosmos. C'est une révolution qui est scientifique aussi importante. Ça va changer notre rapport au cosmos. Et donc, c'est fascinant. C'est pour ça que la question est très intéressante. Mhm. Et donc, pour l'instant, ça demeure un acte de foi, mais je pense OK. qu'on pourrait... j'ai l'intention de vivre vieux et je veux avoir la réponse Tu à vas la avoir. question. Mais en même temps, c'est drôle parce que là c'est vraiment la démarche scientifique, mais la plupart des gens vont dire, ben c'est évident qu'il y a de la vie dans l'univers parce que l'univers est tellement grand, ça se peut pas qu'on soit tout seul. Ça revient à la boutade de contact, n'est-ce pas? Ça serait un grand gaspillage. Ça serait un gaspillage. Mais tu as quand même une certaine retenue en disant, je pense qu'il y a de la vie, mais tant qu'on ne l'a pas trouvé, je suis pas certain. Ben, là, Alors c'est que la plupart des gens vont dire, ça ne se c'est peut le scientifique en moi qui, Oui. évidemment, là, qui disons, tient les rênes, OK. si je peux dire. Et il y a aussi l'autre aspect, c'est Oui. que on parlait tout à l'heure de la vision, je dirais, romantique des astronomes, n'est-ce pas? L'œil vissé à l'oculaire. C'est généralement des vieux monsieur, cheveux blancs, C'est ça. l'œil vissé à l'oculaire, un astronome. Ben, il y a aussi cette vision, je dirais, romantique de la vie extraterrestre, Oui. qui est très fortement influencée par toute la littérature et la culture de science-fiction. On pense à Star Trek Oui. ou à Star Wars, où on est dans une galaxie où la vie intelligente foisonne, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est E.T. ou Alien, ou en fait, c'est une planète, une civilisation, une planète, une civilisation, une autre planète, une autre civilisation. Et là-dessus, c'est clair que c'est pas le cas. OK. On n'est définitivement pas là-dedans. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vie intelligente, qu'on peut pas tenter d'établir un contact, ou en fait de capter des signaux, mais très clairement, la forme de vie, si on utilise la Terre comme modèle, comme étalon, et jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul exemple qu'on a. Alors, je dirais, on va l'utiliser. On appelle ça des statistiques, des très, très, très petits nombres, n'est-ce pas? Hein? Mais bon, c'est le seul modèle qu'on a. C'est ça. Alors, si on utilise la Terre comme étalon et comme modèle, ben, la vie sur notre planète, c'est 3 milliards à 3 milliards 500 millions d'années de microbes. C'est de la vie, mais ce sont des microbes dans les océans. Ça ne fait que 500 millions d'années, ou à peu près, là, 5 à 600 millions d'années. Oui. Et là, encore une fois, les spécialistes là, pourraient chipoter, mais grosso modo, Oui. 5 à 600 millions d'années qu'on a autre chose que des microbes, donc des créatures de petite taille, mais à plus qu'une cellule, et des animaux, des petits vers, des mollusques, des éponges dans les océans. Ça fait à peu près 400 millions d'années qu'il y a de la vie sur Terre sous la forme de plantes. La vie sur le continent, la terre ferme. 150 millions d'années qu'il y a de la vie sur Terre animale, donc des créatures mobiles. C'est très récent, ça. C'est Absolument. 90% de l'histoire de la vie sur Terre, c'est des microbes. 10%, c'est autre chose que des microbes. Et la vie intelligente, ben, c'est les derniers 100 000 ans, ou à peu près. À peu près. Puis la vie technologique, c'est les derniers 200 années. Là. Donc, nous, on est le dernier clin d'œil dans tout ça. Alors, si on est typique, si l'origine de l'évolution de la vie ailleurs dans le cosmos ressemble à ce qu'on connaît sur Terre, ben, ça veut dire que statistiquement, 9 fois sur 10, si on trouve de la vie, ça va être un monde microbien. Une fois sur 10, ça va être un monde avec autre chose que des microbes. Puis une fois sur 10 000 ou sur 100 000, ça va être quelque chose de mieux que des microbes et des animaux, peut-être des animaux intelligents. Bon, c'est minime. On s'entend qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans notre galaxie, fait que même si on a une chance sur 100 000, ça en fait beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à côté. Statistiquement, ils peuvent être très, très loin de nous et qu'il n'y aura pas nécessairement un contact. Soit direct ou par le radio. Alors moi, je pense que si on trouve de la vie, et j'ai bon espoir qu'on va en découvrir dans les prochaines années, ben ça va être de la vie microbienne. Oui. On va savoir qu'on a découvert une certaine planète sur laquelle la vie s'est développée. C'est ça. C'est à peu près ça. Et moi, personnellement, voilà, je dis souvent à la blague, là, je vais pouvoir mourir l'âme en paix. On a la réponse à la question. Okay? Mais je comprends parfaitement que, mis à part le gros titre que ça va faire, puis pendant 1-2 journées, ça va être très excitant. On a découvert de la vie, puis il y a des microbes ailleurs.
Ben après ça, Ouais. ce qu'on voudrait, c'est E.T., n'est-ce C'est pas? ça. En fait, ou Monsieur Spock. Si je comprends bien, moi, ce qu'on risque de découvrir, c'est on n'aura pas la réponse que les gens vont vouloir savoir, c'est-à-dire la photo de cette forme de vie-là. Non. On va juste pouvoir dire il y a de la vie On va avoir possiblement de tel stade qui s'est développé sur telle planète. On va avoir une détection indirecte. Indirect, c'est ça. Indirect. On n'aura pas de photo de est-ce que c'est des plantes, est-ce que c'est des animaux, à quoi ils ressemblent, non. etc. On n'a rien de Il va y avoir beaucoup de spéculations. C'est ça. Bon, on s'entend que ça, c'est sur un horizon relativement court, là, une dizaine Prochain d'années. des années. Dans 50, dans 100 ans, on aura de meilleurs télescopes. Mm-hmm. Là, on entre dans l'ère des 25-40 mètres. On va avoir les 50, 100, 150 mètres. Et là, avec ces télescopes, on sera capable de faire des images qui vont nous donner des aperçus de la répartition géographique du relief sur des planètes, des exoplanètes, des planètes lointaines. Encore une fois, ça ne se comparera pas avec les photos de la Terre qu'on obtient par satellite, mais on aura à ce moment-là. Et donc, on pourra voir où sont les océans, où y a-t-il des plantes vertes, des choses comme ça. On verra pas les troupeaux d'animaux qui gambadent gaiement, mais n'est-ce pas, c'est le premier pas, là. C'est la première étape. Ben d'ailleurs, Robert, si on prend l'exemple, quand on regarde les photos de la Terre prises depuis la station spatiale ou même depuis la Lune, on ne voit pas de vie sur Terre. On voit pas de forêt. On voit de la station spatiale, on voit des forêts. Ben, vaguement. Oui, là, on voit pas les arbres. On voit pas les arbres, mais on peut voir les forêts. Évidemment, bon, dans le cas des gens dans la station spatiale, ils sont quand même pas si loin, c'est 400 km. C'est ça. Alors, ils voient les grandes villes, particulièrement quand elles sont éclairées la nuit. Là, c'est difficile à manquer. De la Lune, on voit le vert des continents, le bleu des océans, le blanc des nuages, le vert des continents, mais on distingue évidemment pas d'individus, de structures individuelles. Les astronautes mentionnaient qu'ils voyaient les grandes villes, des petits points lumineux sur la Lune. Alors, mais donc, ils ne voient pas d'être vivant, mettons. Mais c'est ça. Alors, ils voient la présence de la vie. Non. Ce qui serait intéressant, c'est que, bon, là, on cherche des signatures spectroscopiques, donc de l'atmosphère qui ressemble un peu à la Terre, des choses. Donc, on aura ce que j'appellerais une preuve indirecte. Sur un horizon modéré, 30, 40 ans, on aura probablement des instruments qui vont être capables d'un plus grand raffinement dans les mesures spectroscopiques et de déceler non seulement, disons, la présence d'oxygène, de méthane, de dioxyde de carbone, etc., mais peut-être aussi des signatures de l'activité industrielle. La pollution. La pollution, oui. Les NOx. Les lampes au mercure. Nous, on s'est éclairé beaucoup avec ça. Je veux dire, on s'entend que on peut imaginer que s'il y a des formes de vie intelligentes, ils pourraient inventer le même type de technologie. C'est ça. Le charbon, c'est le charbon. Le gaz, c'est le gaz. Il y en a ailleurs. Et donc, on pourrait déceler une activité industrielle justement par les polluants. Ça pourrait être une façon. Bon, c'est pas à court terme, là, mais on pourrait y arriver. En fait, ce qu'on peut deviner, c'est qu'il y a encore beaucoup de recherches fort intéressantes à mener par les astronomes. Les astronomes ont encore de belles années devant eux. Découvrir la vie extraterrestre, là, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. C'est le début de l'histoire. C'est le début, là. C'est comme tous les domaines scientifiques. Là. Il y a plus de questions qu'il y a de réponses. Là. C'est ça. Mais je peux imaginer que ceux ou celles, là, en fait, l'équipe ou les équipes qui vont déceler pour la première fois de la vie extraterrestre, là, le sentiment de satisfaction, n'est-ce pas? Surtout quand on sait qu'on est les seuls à avoir la réponse. Il y a cette période d'environ quelques heures, quelques jours, quand on fait les vérifications. Avant que la nouvelle se répande, là, vous êtes les seuls à le savoir. Il y a juste moi qui le sais. C'est ça. c'est fascinant. Ça. Avant que les médias s'abattent sur toi pour te dire. Qu'on devienne une célébrité. C'est ça, exactement. Écoute, Robert, ça a été, je pense qu'on a passé une bonne heure ensemble. Ça a été extrêmement agréable. Je pense qu'on a appris un certain nombre de choses. Ça fait longtemps que je rêve de faire une émission comme ça et j'en suis absolument enchanté. Ça a fait une super bonne émission. J'espère que les auditeurs et les auditrices l'ont apprécié. Je l'espère. C'est ça. Fait que je te remercie beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est ça. Et on se revoit dans 2 semaines, mesdames et messieurs. Au revoir.
À noter que Robert Lamontagne s'est mérité 2 prix d'excellence en enseignement, décernés par l'Université de Montréal dans la catégorie chargé de cours. Il a aussi reçu le grade de chevalier de l'Ordre de la Pléiade, décerné par l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour sa contribution à la diffusion de la science auprès du public. Bien, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. À noter qu'il n'y avait aucun montage. Vous avez vraiment entendu l'intégrale de l'entrevue entre Claude et Robert. Robert Lamontagne, qui est une personne tellement sympathique, autant en ondes comme vous pouvez l'entendre, que ce soit avec nous aujourd'hui ou dans les médias québécois, et tellement sympathique aussi en dehors des ondes. Là, on a eu de belles discussions avant et après l'entrevue. C'était vraiment intéressant de le rencontrer. Merci beaucoup à Robert Lamontagne, qui a été très généreux de son temps et nous a communiqué, je pense, vraiment bien là, sa passion pour l'astronomie. C'était vraiment intéressant de suivre son parcours et d'apprendre en même temps. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook que je vous invite à aimer. Oui, c'est ça, page Facebook qui s'appelle Voyage dans l'espace. On a aussi une page Patreon que vous pouvez, si jamais vous voulez contribuer, nous supporter, c'est possible de le faire en allant sur notre page patreon.com/voyage dans l'espace. À noter que les 2 derniers fascicules qui sont gratuits, là, que vous soyez Patreon ou non, c'est les fascicules qui s'appellent Notre univers bizarre, mystérieux et époustouflant. Il y a 2 parties. Ça complète, c'était pas prévu, mais ça complète très bien l'entrevue que vous venez d'entendre. Il y a beaucoup de notions qui font partie de ces 2 fascicules-là, qui est finalement un beau complément avec l'entrevue d'aujourd'hui. Je veux remercier tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent. C'est très apprécié. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.